pense que c'est un des bénéfices que tu peux tirer quand tu as été entrepreneur, c'est que tu connais les problèmes, tu sais ce qu'il faut pour les résoudre, tu as une boîte à outils pour les résoudre, et c'est ça que tu essaies de mettre en place, quoi. Dans l'aspect produit, il n'y a pas que l'aspect créatif, il y a aussi tout l'aspect opérationnel, comment Bien tu sûr. exécutes Hmm. ce produit-là, quoi. C'est une grosse partie, effectivement, dans la conscience collective. Souvent, on voit que le produit fini et le public prend malin plaisir à donner son opinion. Et c'est très bien et c'est normal. Mais en fait, quand tu as été de l'autre côté, quand tu as été en backstage, si tu veux, tu sais très bien qu'est-ce que ça coûte, quels sont les efforts, le besoin en ressources humaines et économiques pour réussir à faire certaines choses. Et donc, ça, c'est sur ce volet-là où, modestement, j'ai des idées qui sont quand même relativement claires là-dessus. Et ma contribution, elle a été là-dessus, quoi. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Ok. Allez, eh bien, on est parti. Bonjour Damien, Damien Nozella. Bonjour Antoine Taillefer, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben, écoute, super. C'est une petite semaine. Demain ici, c'est férié. Enfin, et lundi aussi, donc grand week-end en perspective. Et c'est toujours mieux qu'un lundi. Donc non, plutôt bien. Et la semaine a été bonne. Donc voilà, c'est une bonne manière de terminer la semaine. Ok, génial, génial. Écoute, ravi en tout cas de te recevoir dans ce podcast en roue libre. Euh, je suis ravi de te recevoir pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu es une des personnes qui met les mains dedans, très concrètement, qui crée des choses, qui crée notamment des vélos, hein, tu vas nous en parler, et pas n'importe lesquels, et surtout pas n'importe comment. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà, des vélos, notamment chez Production Privée et chez Forestal, qui sont des pièces absolument magnifiques. J'aimerais Merci. que voilà qu'on parle qu'on parle de ça, qu'on parle de ce qui t'a amené ce qui t'a amené là. J'aimerais aussi qu'on parle de ta vision produit. C'est David Rouméas que j'ai reçu dans le podcast là récemment, qui m'a dit non mais attends, en fait, pour te dire, je lui ai demandé à David, donc on a fait un enregistrement la semaine dernière, et je Bon lui ai vieux dit, David. au fait, by the way, quelqu'un à me recommander en tant qu'invité pour le podcast? Il me dit, non mais invite Damien Nozella. Et là, tu venais juste de booker le créneau, et là, je fais tout fier, tu sais, je fais, c'est quoi? Je l'ai, Damien. Damien, il est là la semaine prochaine. Et Ouais, c'est cool, c'est gentil de sa part de penser à moi, à nous. Voilà, c'est cool. ouais, donc J'aime bien ce qu'ils font aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tout début de son aventure avec Guy Cavalery. Ouais, mais mm, j'apprécie, c'est chouette. Mais ouais, j'attends avec impatience de pouvoir écouter son podcast aussi. très bientôt, très très Voilà. bientôt. Et donc il m'a suggéré de te cuisiner sur ta vision produit. Il m'a suggéré de te poser plein de questions là-dessus. Et effectivement, parce on voit les produits sortir, mais on voit que, on va dire, la finalité de tout ça. Et j'aimerais que tu nous parles un peu du process créatif, ce qui te passe par la tête quand tu crées des vélos. Et puis que tu nous parles aussi un peu de l'actualité chez Forestal et Productions Privées. Ouais. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu es arrivé au vélo, comment tu as été picousé vélo.
Je pense que mon histoire ne dénote pas de mes de mes comparses. C'est une histoire qui remonte à longtemps. J'ai grandi à la montagne, à Val d'Isère. Et du coup, baigné dans la montagne, biberonné au ski et au snowboard en particulier. Et puis quand il n'y a plus de neige, on se déplace au village, on va crapahuter à pied, en vélo. Et puis ça a commencé comme ça. Euh, Puis étant gamin, tu déconnes à vélo, puis tu découvres un jour que il y a la Coupe de France de VTT qui arrive à Val d'Isère. Donc du Hmm. coup, j'ai j'ai déménagé ma maman il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, j'ai dû gérer pas mal de mes affaires. Et j'ai retrouvé un Polaroid je crois que c'était François Gachet sur une bosse. Enfin, voilà, donc si tu veux, j'étais un peu au contact de ça. Et puis bon, j'ai quand même été très très passionné par le snowboard. On était une bonne bande de copains à beaucoup rider. On avait un de nos mentors, Stéphane Saglia, qui est professionnel à l'époque, qui nous emmenait rider, qui nous coachait. Donc on a pu faire de la compète, énormément de hors-piste, de freeride. Et ça, je lui en suis infiniment reconnaissant parce que j'ai pu profiter de la montagne et du hors-piste, mais en sécurité et en apprentissage, quoi, constant auprès de, de ce gars-là. Et entre autres, il nous a fait rencontrer nos stars de l'époque, Serge Vitelli, Jérôme Katz, euh, rapidement Axel Pauporté, enfin des, des gens bien extrêmes de l'époque. Et c'était chouette. Et puis en fait, passionné de glisse, et j'ai entamé des études d'ingénierie dans la mécanique, les matériaux. Et j'ai repris contact avec le VTT de manière plus sérieuse en Angleterre. Et à mon retour, j'ai démarré une école d'ingénieur, c'est les mines de Nancy. Ils avaient une Hmm. succursale à Saint-Dié-des-Vosges, donc au lieu du VTT français quand Eh même. oui. Hmm. Et, ouais. Et puis voilà. Et puis en fait, pour moi, le VTT, c'était finalement le ride en lui-même. Je trouve qu'il y a quand même vachement de similitudes avec le ski, le snowboard, la conduite de courbe, les appuis, le temps passé en l'air aussi. Quand on est suffisamment talentueux, ce qui n'est pas Hmm. forcément mon cas. Mais, euh, et puis, c'est venu comme ça. Puis en fait, je trouve que le VTT, c'est le bon mix d'un point de vue technique et aussi riding et du coup, j'ai embrassé la discipline totalement, quoi. Ok. Ouais, donc en fait, donc toi, tu as vraiment une culture ride, on va dire, culture Mhm. euh, ouais, montagne, on en voit snowboard, donc qui était très, j'imagine que c'était dans les années 90, fin des années 90, quelque chose comme ça. Ouais, Donc exactement. vraiment, le snowboard, c'était le ski était pas encore trop revenu à la mode, c'est ça? Non, non, c'est ça. On voyait à peine apparaître le renouveau du ski, quoi. C'était Hmm. encore relativement confidentiel. Euh, mais effectivement, ouais, c'était le snowboard, c'était quand même celui qui portait un peu cette culture, on va dire, enfin, je sais pas, ouais, enfin, très skateboard, très californienne et tout, enfin, Hmm. dans l'esprit, dans, dans les tricks et tout. Et puis oui, oui, c'était ça exactement. Moi, je me rappelle encore des premières vidéos avec Candid Tovex. Je pense que si on peut retracer niveau ski, je me rappelle, j'en me rappelle pas du tout du nom, mais de ces Salomon jaunes avec le logo noir. Bah, c'est les Salomon, 1080. le S, c'était ouais, ouais, donc les premiers, c'était quoi? C'était les Hmm. premiers Twin Tip ou un truc comme ça, Hmm, c'est je ça. sais plus quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était à peu près dans cette époque-là où Ok. moi je devais être bien adolescent à l'époque.
Effectivement, ouais, exactement. Ouais, donc toi, tu as attaqué le VTT par l'angle vraiment ride, par éventuellement l'angle tricks, un peu freestyle, un peu, enfin ouais, un peu, ouais, extrême quoi. T'as pas commencé par la route ou le cross-country quoi. Non, non, oui, oui, pas du tout. Alors, tricks, tout ça, moi, en VTT, j'en fais pas du tout. Hmm, ouais. J'ai pas du tout cette prétention-là, mais donc je viens de cette culture de montagne, le plaisir de la courbe, de la vitesse, la recherche de la sensation. Par contre, j'ai pas du tout le talent pour faire des tricks. Hmm. En snowboard, déjà, c'était un peu limite. Mais alors en VTT, encore moins. Mais Ok. oui, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Je viens de Hmm. là, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Ok. Très très bien. Et donc ça, est-ce qu'il y a un moment où toi, tu as été particulièrement picousé ou c'est venu, parce que enfin, c'est venu assez vite. Est-ce que tu as vu une sorte d'avènement du VTT, de la descente, des bike parks en montagne? J'imagine si tu étais à Val d'Isère, c'est que tu as vu deux, trois trucs arriver, non? Oui, ouais, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et je pense que si on parle de bike park, en tout cas, depuis ma modeste fenêtre, ça a été Tignes qui Hmm. s'est investi beaucoup là-dedans, à proposer leur bike park gratuit. Euh, et, et pour moi, ça a été. C'est vrai que cette évolution-là, j'ai pu la voir. Mais après, finalement, vu que j'ai beaucoup étudié en dehors des Alpes, ben, j'ai surtout découvert la facette VTT au sens large et on va dire plus enduro, mais enduro, ça reste une discipline. Enfin, Hmm. c'est une discipline sportive, enfin, de compétition. Donc aujourd'hui, on parle aussi de renduro. Donc moi, c'était plus le volet Ouais. renduro, donc avec un bon fond de DH. Euh, Là où j'ai vraiment remis beaucoup le pied à l'étrier niveau VTT, bah, c'était dans les Vosges pendant mon cursus d'ingénieur. Et puis, bah, on gravitait dans ce petit monde où il y avait Rémi Thirion, Pierre-Charles Georges, euh, qui raidait la piste locale Ouais. et qui était bah, déjà en train de faire des Coupes du Monde, des Coupes de France, qui évoluaient sur le circuit national et international. Mais en tout cas, la manière dont j'ai abordé le truc, c'est entre autres à travers les Vosges, où en fait, tu as un réseau de sentiers incroyables, tout aussi excellents que d'autres, et des pistes, et aussi quelques spots de dirt. Là, je pense à Vincent Perlin qui chépait aussi, Hmm. qui a été le mentor de nombreux jeunes du coin aussi. Bien sûr. Ouais, ouais. Vincent, d'ailleurs, qui est toujours dans le game, hein. Toujours, bien sûr. Toujours. Du côté des arcs Le maintenant. freerider, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Et qui sort des vidéos qui sont, ouais, qui sont bien solides hein, quand même. Encore. Ah bah ouais, 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 non, Vincent, Ok. ça reste une inspiration pour tous. Ouais. On mettra des liens vers les vidéos de Vincent Pernin Ouais. qui envoie bien. Si on avance un petit peu Oui. vers production privée, c'est quoi la genèse de la marque, de la boîte, du projet? Comment t'en arrives là? Bah déjà, moi, j'ai toujours porté en moi, même relativement jeune, la volonté de monter mon entreprise. Mhm. Dans ma famille, en fait, c'est des gros bosseurs, mais au niveau entrepreneurial, et toujours ce côté un peu aventure, se lancer dans des projets. Donc ça, je le vivais un peu à travers ma famille. Et puis du coup, je pense que c'est un truc que j'ai un peu hérité d'eux aussi. Et puis j'avais en tête, je sais pas si c'était un projet professionnel, mais en tout cas, c'est ce rêve, cette passion de monter ton truc à toi, quoi. Mhm. Et c'est arrivé un moment, la genèse, en tout cas la volonté de se lancer là-dedans, c'est arrivé un moment où je travaillais chez Commensal. Et donc les années 2008, 2009, 2010, où eux, enfin, Commensal n'était pas dans une très bonne position au niveau du marché. Ça correspond à peu près juste avant le switch à la vente en direct et qui a propulsé Commensal grâce à la décision de Max sur d'autres sphères Mhm. avec la vente en direct.
Et sauf qu'à l'époque, ben, il y avait quand même, il fallait qu'ils se séparent du monde pour la survie de la boîte, entre autres. Et du coup, ben, pour moi, ça a été le moment opportun. Donc, on s'est lancé là-dedans avec un collègue. Ok. Rappelle-moi Et le c'est nom. venu comme ça. Et en fait, on avait David George. Yes. Ouais. Très bon. Donc, et si je peux faire une petite aparté en Bien off, sûr. c'est un sujet où je suis pas hyper à l'aise, mais je suis pas du tout mal à l'aise par rapport à l'histoire qu'on a montée ensemble. Par contre, c'est vrai que ça s'est pas très bien terminé. Ok. Et Ça du arrive. coup, donc c'est quelque chose dans le fil de cet entretien. J'aimerais pas amener son nom de manière constante, pas parce que j'en ai honte, au contraire, mais c'est-à-dire on a un différent. On a un différent et j'aimerais pas avoir amené ce sujet trop sur la table et ni de débattre sur les, euh, sur les, euh, sur les Ouais. raisons de la discorde, de notre séparation en tant qu'associés. T'inquiète. Ouais, de toute façon, c'est pas l'objet, c'est pas le sujet. Ouais. Nous, enfin Ouais. voilà, dans cet entretien, on parle de choses qui sont cool et dont on a envie de parler, et des Mhm. choses dont on n'a pas envie de parler, chut, on met de côté. Ouais. Mais en tout cas, de mon côté, c'est bien noté. Alors, donc c'est le bon moment. Il y a une sorte de, voilà, de plan de départ où, ou alors juste, c'est bon les gars, ciao. Et donc là, tu te dis, bon ok, c'est le bon moment. J'ai un projet en tête. Bon bah vas-y, feu. C'était quoi ta vision? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu avais déjà envie de créer genre une boîte déjà, ou est-ce que c'était un peu bon, je crée un truc dans mon garage et puis j'avais dessiné deux, trois esquisses de cadre et là, boum. Est-ce que tu avais déjà un concept en tête de Calais? Enfin, voilà, c'était quoi le projet? Ben, en fait, on avait quelques produits, on avait déjà des protos. Donc, un des premiers, c'était un proto de potence, Oui. Direct Mount. Ça restait qu'une potence, mais en fait, bah, l'histoire la plus, enfin, je veux dire, je sais pas comment dire, mais drôle aussi, c'est que finalement, on se retrouve au bar et avec les vélos dehors. Et puis, bah, Cédric, bah, qu'on connaissait parce qu'il travaillait il a dû travailler longtemps avec Commensal. Et puis, je crois qu'à l'époque, il était déjà chez Santa Cruz, si Mm. je me trompe pas. Et, et puis, en fait, il voit la potence. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais en tout cas, il l'essaye. Et grosso modo, le fin mot de l'histoire, c'est que finalement, il revient, il est content. Ouais, c'est cool, c'est solide, c'est rigide comme il faut, mais pas trop. Et grosso modo, ça a été si vous me faites un guidon l'année prochaine, je roule avec vos produits. Voilà. Ça a Ok, démarré comme ça. d'accord. Mm. Génial. Ça a démarré comme ça, et puis ça reste des produits qu'on pense simples, mais ça fait partie de tes points de contact sur le vélo. Mm. C'est aussi un élément de sécurité, donc bah, il faut évidemment, tu te lèves pas du jour au lendemain en faisant un truc qui soit solide et costaud, qui tient la route et Mm. qui répond à ses fonctions. Et puis, étant des éléments de contact avec ton point de vélo, bah, en fait, on a vraiment commencé à bosser sur la position de tes mains, sur les différents offsets, ce upsweep, backsweep, et le démarrage de ces upsweeps et de ces backsweeps pour avoir le bon point de contact et que les positions des mains de Cédric soient au bon endroit pour ce qu'il recherchait, quoi. Donc, en fait, tu peux vraiment apporter avoir une vraie réflexion sur des choses qui nous paraissent au premier abord relativement simples, quoi. Ok. Donc, c'est parti de là-dessus. Mm. Et après, on avait toujours eu ce souhait de proposer un vrai hardtail pour une pratique beaucoup plus ludique, plus enduresque, entre guillemets. Donc, Yeah. on a Donc une idée enchaîné de là-dessus. Et après, euh, hardtail, pour ceux qui ne savent pas, c'est un semi-rigide, donc un vélo sans suspension arrière, donc un cadre normal,
on va dire. Et Enduresque, bah voilà, pour pouvoir autant monter que descendre. Exactement, ouais. Exactement. Et en fait, c'est aussi dans ces premiers moments que finalement, la- une des missions, c'est de répondre à des besoins qui n'existent pas forcément, faire des Mm. produits qui soient uniques et qui répondent à des fonctions bien précises. Ouais, Je vais prendre un exemple tout bête, mais on n'a jamais fait de tige de sel parce qu'on n'avait rien en particulier à apporter. Donc, au ok, moment où on crée une gamme de composants, on ne s'est pas dit, ben, on va couvrir le spectre de ce que pourrait être une gamme de composants pour un VTT et en faire un catalogue complet, quoi. C'était pas, voilà, on voulait être légitime dans les produits qu'on proposait. d'accord. Et ça l'est toujours encore, en fait. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, de proposer des produits qui répondent avant tout à des fonctions et à un besoin que des riders peuvent avoir. Surtout ça. Ok, très bien, désolé. Donc, bah, bien loin des fois de considérations en marketing et commercial, ce qui n'est pas des fois sans poser quelques problèmes quant à la réussite Mm. commerciale de certains produits. Ok. Parmi Mais ça, c'est le lesquels, côté passion qui. c'est quoi Oui. par exemple les produits qui auraient pu, sur lesquels vous auriez pu un peu mieux réfléchir à la stratégie commerciale? Non, mais enfin, un exemple tout bête, mais donc un des modèles qu'on a fait de Direct Mount, il y en a un, on a fait en fait de la double anodisation. Ok, Donc, attends, je dois avoir ça ici. vas-y. Donc, ça, c'était notre potence. Et en fait, on avait ce concept donc de bande sur la potence, donc qui s'aligne avec le guidon, Mm. etc. Enfin, voilà. Et en fait, donc normalement, on a des bandes qui sont gravées laser. Et là, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus fini, en fait, avec de la double anodisation et des bandes en relief. Ok. Donc, on travaille avec des aluminiums qui sont de série 7000, qui sont plus difficiles à anodiser. Et en l'occurrence, quand tu veux faire de la double anodisation, ben, c'est encore plus difficile. Donc, en fait, ça, c'est le corps de la potence. Donc, on voit les bandes en Ouais. relief. On voit les Ouais. bandes en Ok. relief. Donc, tu l'anodises une fois. Ensuite, il faut réusiner pour refaire apparaître l'aluminium. Et ensuite, il faut reanodiser. Donc, c'est un process qui est hyper complexe parce qu'entre-temps, il faut vernir, faut faire des Mm. choses pour protéger en fait, Ok. l'ancienne anodisation. Et évidemment, il faut réussir à proposer ça dans des tarifs qui sont quand même acceptables. Et le fin mot de l'histoire, c'est que quand tu mets ça en ligne, quand tu fais tes salons, quand tu démarches, un des premiers retours que tu as, ah, c'est super d'avoir peint les bandes. Bon, du coup, en fait, si on avait voulu peindre ces bornes, ben, ça aurait été beaucoup plus simple, par exemple, Oui. mais c'est pas du tout le même rendu, c'est pas du tout aussi qualitatif, quoi. Donc, effectivement, c'est juste un petit exemple où toi, finalement, en tant que passionné de produits et industriellement, t'as pris le challenge de faire ça, mais en fait, au niveau commercial, tu te rends bien compte que avant de Oui. réussir à expliquer que c'est un travail d'orfèvrerie, ben, en fait, Oui. Donc c'est pas ça finalement, du tout, quoi. la valeur perçue est pas au niveau du travail effectué. Exactement. Ok. Très bien résumé. Donc là, vous aviez fait, pour revenir à la gamme de produits, donc vous aviez fait guidon, potence, grippe, je crois que vous aviez fait aussi, non? Ça, c'est bien pour le plus tard, ouais. Ouais. Et on avait un semi-rigide, ouais. Un Ok. modèle de semi-rigide. Et donc le cadre. Et alors le cadre qui est toujours d'actualité, il me semble. Oui, oui, qui existe toujours en tout cas dans son concept. Après, il y a eu quelques évolutions depuis, hein, Hmm. mais ça reste un cadre en acier avec des aciers, sans rentrer dans les détails trop pointus, mais de haute performance. Hmm. La haute performance vient entre autres de par le traitement thermique des tubes aussi. Ok. Et en fait, l'intérêt de l'acier, donc dans la conscience collective, l'acier, c'est souple pour un vélo, tu vois. En fait, les propriétés physiques de l'acier, en tout cas la rigidité intrinsèque du matériau, c'est excessivement rigide.
trois Hmm. fois plus en fait que l'aluminium. Donc en fait, la souplesse vient entre autres des performances mécaniques, de la forme, des épaisseurs des tubes. Et c'est ça qui donne de la souplesse, Ok. euh, qui donne de la souplesse au cadre. Et Voilà. Euh, ouais, donc vous aviez une idée en tête en créant ce cadre? C'était quoi ouais, le... effectivement, c'était de proposer un cadre qui soit vraiment adapté à, à la portion aussi plaisir en descente. Hmm. Parce que l'inconvénient de faire un semi-rigide avec un plus typé enduro en alu, c'est que, entre autres, tu as des contraintes de performance mécanique en alu qui t'imposent, souvent en tout cas, euh, éviter de faire trop de généralité, mais en tout cas, ce qui t'impose d'avoir des grosses sections de tubes, des fortes épaisseurs, et du coup, ça nuit complètement à la recherche de souplesse. En tout cas, c'est plus difficile d'arriver au bon point de rigidité, ce qui fait que quand tu fais un cadre en alu, parce que souvent ce que tu vas mettre en priorité dans la conception, c'est le volet plus fiabilité, quoi. Hmm. Ok. Voilà. Ça, c'est la différence entre la manière de travailler l'alu et l'acier, quoi. Donc finalement, quand tu fais un acier, tu peux un peu plus t'exprimer en termes de, je dirais, créativité, sensibilité, je dirais, artistique et esthétique par rapport à l'alu, c'est ça en fait? Non, 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 c'est plus, on va dire, c'est plus sur le volet mécanique et Ok. sur le point de rigidité que tu souhaites avoir, c'est ce que te permet de faire l'acier. Et je pense que c'est plus facile de le faire avec de l'acier qu'avec de l'alu. Par contre, à contrario, l'acier, c'est plus dur à travailler. Et tu le vois encore aujourd'hui, globalement, tous les fabricants de cadres acier, bon, on a quand même des formes très, très classiques avec du tube rond, euh, des, des- des- des profils qui sont assez fins, quoi. Hmm. T'as pas le luxe, pas que ça soit pas faisable, mais c'est encore une fois, c'est une histoire de volume par rapport à ce que tu souhaites faire. Hydroformer du tube en acier, c'est faisable, mais ça coûte excessivement cher. Hydroformer ou former tout simplement, donc ça coûte beaucoup plus cher que de le faire en alu. Encore que beaucoup plus cher, c'est vraiment plus un problème de volume en fait. Mais en alu, c'est très commun de faire de l'hydroformage et d'apporter de l'esthétisme pour répondre à ta remarque. Donc Ok. l'acier, c'est vraiment plus sur la partie, on va dire, plus technique, en fait. D'accord. Donc là, en gros, enfin, comment a évolué la gamme de produits? C'est-à-dire, au début, vous avez commencé par la potence, guidon. Comment s'est enrichie la gamme au fur et à mesure et comment sont venus les... euh, euh, est-ce que c'est venu d'un besoin? Est-ce que vous avez travaillé, j'en sais rien, avec Cédric à l'époque, avec d'autres personnes? En gros, d'où sont venus les nouveaux projets? Bah, il y a une partie où tu t'auto-alimentes. Effectivement, tu commences par un projet, puis ensuite, tu as envie d'en démarrer un autre et tu as envie Hmm. de répondre à d'autres besoins. Donc, et puis après, il y a aussi les tendances du marché. On a vécu la transition du 26 au 27,5 jusqu'au 29, donc qui apporte d'autres caractéristiques en termes de ride, on va dire, de pilotage, mais du coup, qui t'apporte aussi d'autres contraintes techniques auxquelles il faut répondre. Donc, tu enrichis ta gamme aussi comme ça. Et puis aussi, une des réalités en tant que petite entreprise de passionnés, tu fais aussi comme tu peux, avec les moyens que tu as. Donc, il y a un facteur limitant en termes de ressources aussi, quoi. Hmm. Mais donc, une bonne partie où tu fais, oui, effectivement, oui, oui, c'est ça. Tu fais comme tu peux, quand tu peux, quoi. Aussi, c'est pas aussi facile de dire, ah ben, on va faire un tout suspendu. Difficile de faire ça du jour au lendemain. Voilà, tu as quand même un besoin une recherche, en tout cas, de rendre ton entreprise stable économiquement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Nous, on l'a appris à nos dépens aussi parce on était des gens de produits, donc, mais certainement pas businessmen. Ouais. Et Ça, on l'a pris sur le tas, quoi. ouais, mais je trouve intéressant ce sujet de, tu me dis de gens de produits. euh, Tu veux dire par opposition à, enfin,
au business et est-ce qu'il y a également par opposition au marketing? Est-ce que vous aviez cette sensibilité marketing? Est-ce qu'elle était marketing communication? Est-ce qu'elle était nécessaire à l'époque? Est-ce que ça vous a échappé? Est-ce que vous en aviez besoin? Euh, Enfin, sur quoi vous, Je enfin, vous pense, étiez ouais. bon sur le produit, mais sur quoi vous étiez moins bon? Qu'est-ce qui vous avait manqué en fait? Je pense qu'on a eu on a quand même eu un beau succès d'estime de nos produits. On Hmm, a une belle communauté de, de, de riders, de pratiquants de par le monde, ce qui hmm, est une belle réussite en soi. Mais effectivement, d'un point de vue, je pense pas que le marketing, en tout cas aujourd'hui, le marketing est devenu beaucoup plus compliqué que ça ne l'était à l'époque, quoi. Je pense qu'à l'époque, il y avait il y avait moins de médias, en tout cas de portes d'entrée pour accéder sur la scène, on va dire, globale. Et du coup, bah, on a pu bénéficier de certaines dynamiques. Je prends un exemple plus à l'international, mais Pink Bike. Pink Bike, à l'époque, c'était des gens qui étaient extrêmement disponibles et joignables, quoi, qui étaient curieux hmm. et du coup, bah, très, très volontaires pour écrire sur ton nouveau produit, petite marque qui vient d'Andorre et tout, avec des produits originaux. Ce qui aujourd'hui, je pense que c'est un trait un peu plus global de la presse. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est des vraies machines marketing, tout ça, Hmm. maintenant, qui sont en marche. Donc, Puis il y a du monde. c'est moins facile. Donc, à l'époque, ouais, il y a du monde. Donc, je pense qu'à Hmm, l'époque, on a bénéficié de ce contexte, je pense, qui était assez favorable. Euh, et ensuite, c'est plus sur la partie commerciale et finance où ça a été, nous, ça a été un apprentissage. Voilà, et on ne s'invente pas businessman ou chef d'entreprise, il y a quand même hmm. une courbe d'apprentissage. C'est ça que je veux dire, quoi. Ok, donc effectivement, à l'époque, vous aviez peut-être pas les skills, mais enfin, à ce niveau-là, mais vous en aviez pas non plus trop besoin. Donc finalement, ça passait quoi. Ça passait, mais on aurait pu bénéficier d'un bon coup de pouce au niveau Ouais. sur l'aspect plus finance Hmm. et commerce. On aurait peut-être pu, je pense qu'on aurait pu bénéficier d'un peu plus de mentoring, pour reprendre un terme Ouais, anglais. ok. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est peut-être aussi la beauté de ce genre de projet, c'est que vous avez pu vous lancer, démarrer et créer quelque chose un peu from scratch avec finalement peu de moyens. C'est aussi l'avantage de Ouais, l'inconvénient, quoi. Ouais. oui, oui, effectivement, hein, c'est ça, hein. Hmm. C'est ça. Et puis l'aventure est belle dans cet aspect-là, hein. Ok. Il y a un Euh, peu, c'est un petit côté candide peut-être aussi. hmm. Il y a un truc de passionné, quoi. Voilà, tu vas graviter euh, dans un monde, enfin, tu gravites dans un monde que tu affectionnes avec des gens qui sont tout autant passionnés. Et du coup, on a réussi à sortir des chouettes projets, ouais. Hmm. Ok. Est-ce que si on avance un petit peu, Mhm, euh, est-ce que, enfin, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce rapprochement avec Forestal. Euh, mhm. Parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que donc vous avez commencé enfin, vous vous êtes rapproché. Il faudrait que tu m'expliques aussi le comment et avec quel rôle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce projet, cette marque Forestal qui a été créée et que en même temps, toi, tu continues avec production privée et notamment avec des projets qui sont quand même assez, je dirais, ambitieux, puisque tu as sorti, alors c'était du proto, mais quand même, ça nécessite du temps, mais le vélo de descente complètement usiné, taillé dans la masse, qui est une pièce d'orfèvrerie absolument magnifique, qui nécessite beaucoup de temps. Tu continues à travailler sur des vélos sous la marque production privée. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment s'est passé le rapprochement, comment est structurée justement cette collaboration, et puis comment cohabitent les deux projets dans ton organisation. Ok. Donc, je commence sur la partie rapprochement. Euh,
Le rapprochement s'est fait en juin 2019. Moi, j'étais arrivé un peu au bout d'un processus qui visait à rechercher des nouveaux partenaires. Et Cédric avait commencé à collaborer avec Forestal. Alors, Cédric Gracia, hein, pour, Et Cédric Gracia, pardon. Ouais. Cédric ouais. Gracia avait commencé à collaborer avec Forestal un peu auparavant. Et, et en fait, Forestal est revenu sur la table. Je dis qu'il est revenu parce qu'en fait, il y a un an, ils nous avaient contactés parce qu'ils cherchaient un nom pour leur projet, en fait. Ils cherchaient une marque. À Hmm, l'époque, ça ne s'était pas fait. ok. Et bah, il se trouve que au mois de mai, donc un peu avant le mois de juin, il y a eu des discussions qui ont repris. Et en fait, le projet avait considérablement changé puisque l'investisseur était porteur du projet de vouloir monter une usine ici, en fait, quoi. Hmm, Et, et en fait, moi, c'est surtout c'est cette grande folie qui m'a plu. Cette grande ok. folie de vouloir monter une usine ici en Andorre. Bah, moi, de mon point de vue, je trouve que je trouvais que ça méritait d'être largement tenté, quoi. Et, et puis voilà, donc effectivement, donc, là-dedans, il y avait déjà la marque Forestal. Donc marque hautement technologique avec des produits très premium, dont en fait le développement du cadre, la partie moteur et batterie et électronique est assuré en grosse partie ici. Hmm. Et donc le projet était très intéressant à ce niveau-là aussi, quoi. Il en Donc était en où le fait, projet à ah, ce moment, quand tu es arrivé? ah, ils étaient en pleine conception de leur premier modèle, le Sirion, quoi. Mais encore une fois, on parle d'un modèle de vélo, mais en fait, j'étais en développement de cadre, développement d'électronique. Et la partie moteur, elle était encore assez, on va dire, elle n'était pas tout à fait mûre encore, quoi. Hmm, ok. Donc en fait, mon arrivée dans le projet, enfin l'arrivée de production privée dans le projet Forestal Group, parce que pour le coup, du coup, c'est devenu un groupe. Hmm, En fait, le but, c'était simplement aussi de faire de la mutualisation de ressources, quoi. Tant au ouais. niveau développement, fabrication et commercialisation. Donc, pour eux, c'était une manière aussi d'enrichir leur portefeuille, qui reste sur un segment de niche, parce qu'on, tant aussi bien Forestal que production privée, on fait peu d'unités de vélo, on fait des produits qui sont très premium. Et du coup, pour eux, c'était aussi une manière d'étoffer leur portefeuille et d'aller chercher bah, d'autres types de marchés, quoi. Donc, bon, ça, c'est l'objectif qui Hmm, est toujours d'actualité, de toute façon. Donc, on m'a donné la responsabilité de m'occuper d'une bonne partie du montage de l'usine et de continuer bah, de poursuivre l'aventure production privée. ok. Et au fur et à mesure que j'ai pu démarrer le travail, bah, en fait, on m'a demandé de prendre plus de responsabilités sur le projet Forestal, sur la partie engineering, quoi. Ok. Voilà. Donc, ça Et s'était qu'est-ce qu'on comme t'a ça. demandé du coup? C'est quoi le brief? Le brief pour la partie forestale. Ouais. Parce que toi, tu Ouais, avais pour quand la même partie jusqu'ici forestale. bon déjà enfin, t'avais pas fait de vélo à assistance électrique. En termes de techno, t'avais pas non plus fait, enfin, t'avais fait de la potence et du guidon, quoi. De la potence, guidon et cadre. Ce qui m'intéresse, Mhm. c'est de savoir comment, enfin, qu'est-ce qu'on te demande euh, enfin, pardon, j'essaye de J'ai reformuler, mais compris. Non, euh, mais tu passes sur un truc super technologique. Comment t'intéresses ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils te demandent et comment tu te dis, ouais, c'est bon, ça va matcher? bah, en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est surtout conduire un projet, quoi. C'est surtout Ok. ça. Hmm. On a quand même, en interne, on a quand même des grosses équipes au niveau du développement. Donc, on a des spécialistes en composite, on a des spécialistes en conception, en développement.
J'étais responsable de l'électronique, mais en tant que responsable, en tant que manager, je ne suis pas électronicien. Oui, ok. Mais ça fait partie de mes attributions de faire avancer le projet. Donc, c'est surtout dans cette optique-là. Après, de par mon cursus, j'ai quand même un bagage, une boîte à outils. Ça ne me fait pas du tout de moi un expert, mais j'ai une boîte à outils qui me permet d'appréhender les problèmes et d'être résolutif, quoi. En tout cas, de participer à la résolution des, des problèmes. Euh, une partie de mon cursus, ça a été les matériaux, quoi, avant d'être une école d'ingénieur, donc tout l'aspect composite, en tout cas les bases qui Hmm. permettent d'appréhender des problèmes techniques, je les ai, quoi. Ça ne fait pas D'accord. du tout de moi un expert, mais encore une fois, on a des équipes pour ça. Ok. Donc en fait, toi là, on fait appel à toi comme personne capable de résoudre tout un tas de problèmes, de par ta compréhension globale de en fait tout ce qui peut se passer en termes d'électronique, de composite, de matériaux. De faire avancer. L'aspect résolutif, pour moi, ce serait totalement prétentieux en vue de ma personne de dire que c'est moi qui suis arrivé Hmm. Ouais. avec une baguette magique et j'ai résolu les problèmes. Non, non, pas du tout. Le but, c'est de réunir les équipes, de faire en sorte que le consensus apparaisse et de faire avancer dans la direction qu'on pense qui est la bonne, quoi. Hmm. Et en tant que manager, bah, c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'on atteigne l'objectif, quoi. Ok. Voilà, c'était ça mon but surtout, quoi. Mm. D'accord. Et donc, quand j'entends ça, je me dis, mais attends, il manque quand même un truc. Comment est-ce que toi, tu vas distiller ton expertise? Quelle est ta contribution dans cette innovation technique et technologique? Comment est-ce que tu contribues? Comment je contribue à l'innovation technologique? Ben, en fait, le projet il était quand même déjà bien dessiné, mais en fait, Ok. c'était vraiment sur la partie exécution qu'il fallait apporter du soutien, quoi, et Hmm. réussir à coordonner et à réorganiser un peu tout le processus de développement et d'industrialisation. Donc ça a été surtout ma grosse partie de l'input. Et après, sur l'aspect plutôt créatif, on a, j'ai pas énormément contribué. Mon rôle sur l'aspect plutôt produit, ça a été vraiment de valider certaines étapes en termes de géo, de fonctionnement et d'autres choses. Mais ça a vraiment plutôt été sur le côté exécution. Ça, je pense que c'est un des bénéfices que tu peux tirer quand tu as été entrepreneur, c'est que tu connais les problèmes, tu sais ce qu'il faut pour les résoudre, et enfin, tu connais. Tu as une boîte à outils pour les résoudre, Hmm. et c'est ça que tu essaies de mettre en place, quoi. Mais c'est vrai que le, la- dans l'aspect produit, il n'y a pas que l'aspect créatif, il y a aussi tout l'aspect opérationnel, comment Bien tu sûr. exécutes Hmm. ce produit-là, quoi. C'est une grosse partie, effectivement, dans la conscience collective. Bah, souvent, on voit que le produit est fini et on prend, je dis on, de manière générale, le public prend malin plaisir à donner son opinion et c'est très bien et c'est normal. Mais en fait, quand tu as été de l'autre côté, quand tu as été en backstage, si tu veux, tu sais très bien qu'est-ce que ça coûte, quels sont les efforts, le besoin en ressources humaines et économiques pour réussir à faire certaines choses. Ouais. Et donc, ça, c'est sur ce volet-là où, modestement, ben, j'ai des idées qui sont quand même relativement claires là-dessus. Et ma contribution, elle a été là-dessus, quoi. Et puis, Ok. c'est un gros travail d'équipe. Il faut réussir à coordonner les équipes et avancer, quoi. Ça, j'ai pris un grand plaisir à faire ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du positionnement de Forestal, puisque c'est une marque qu'on voit pas forcément énormément. C'est pas très mainstream, mais pourtant, c'est des produits, comme tu dis, qui sont hautement En technologiques. France, En France, ouais, exactement. c'est ça. Euh, Hautement technologiques, hautement avancés, avec enfin, voilà, des specs, des caractéristiques techniques qui sont assez étonnantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette gamme de produits et un peu de, tu peux nous donner des éléments de compréhension sur le travail qui a été nécessaire pour le développement de cette gamme de produits qui tranche un peu avec, enfin, qui est clairement en avance, qui a donné des solutions un peu avant tout le monde, quoi. Ben,
Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. On a un Et peu je de temps, pense, ça va. mais, mais en fait, ça tient à une idée, un concept qui est de faire un vélo électrique, mais on va dire natif. Aujourd'hui, je vais malheureusement faire des généralisations, donc je m'excuse auprès des gens qui peuvent se sentir offensés, mais ce n'est pas du tout le but. Mais beaucoup de vélos électriques sur le marché proviennent de marques qui avaient un cadre, un châssis, qui ont adapté à l'électrique. Ça, c'est un raccourci, mais je pense que c'est généralement vrai, quoi. Là où en fait le projet Forestal, il est né d'un concept où en fait on conçoit notre powertrain, enfin toute la partie moteur, enfin toute notre partie unité de puissance avec le vélo, quoi. C'est un ensemble qui est conçu, c'est un tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un segment de vélo électrique léger. Donc ça, c'était très, on va dire, c'était pas vu sur le commerce il y a encore 3 ou 4 ans. Et donc eux, donc Forestal, c'était vraiment le- 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 l'approche qu'ils voulaient avoir. Donc essayer de faire ce pont entre le vélo électrique, qui est en substance, je fais encore des raccourcis, mais je pense que c'est généralement vrai, qui est un vélo lourd et peu joueur, enfin, qui gomme beaucoup de l'aspect plaisir, on va dire, et le vélo normal, musculaire, comme on dit aujourd'hui, Hmm. voilà, donc c'est faire ce pont-là. Et là-dessus, le projet a vraiment été conçu, le projet global de l'entreprise a été conçu pour ça, quoi. Hmm. Et donc, il a fallu concevoir un châssis qui soit adapté. Toute l'électronique et la partie motorisation, il a fallu trouver des partenaires avec qui acceptent de travailler aussi, parce que quand on est une nouvelle marque, bonjour Shimano, fais-moi un moteur comme ci, fais-moi un moteur comme ça ne marche pas. C'est pas Ok. une surprise, Hmm. mais effectivement, donc, il a fallu trouver les bons partenaires, trouver les compétences, et c'est énormément d'énergie et de ressources, bien évidemment, Ok. pour faire ce genre de vélo. Donc, on est sur des vélos qui sont selon les specs et les tailles, qui vont de 17 à 19 kilos. Et notre positionnement, en fait, la grosse différence, hormis la qualité de châssis, de suspension que distille le produit, c'est qu'on a une unité de puissance qui est sensiblement, enfin, je dirais même plutôt de manière significative, plus puissante que certains de nos concurrents directs, en fait. Donc, en Ok. fait, tu as vraiment la partie puissance hyper fun, on va dire, du vélo électrique normal, mais en ayant le poids d'un vélo électrique, d'un vélo, d'un Ok. VTT musculaire, quoi. Donc on est Voilà. sur, par exemple, sur quel type de batterie et quelle puissance moteur, pour donner des éléments de comparaison un peu. On est on est à 360 Wh en termes de capacité de batterie et on a un moteur qui, à bas régime, développe, c'est-à-dire dans les 30 RPM, développe 70 Nm à peu près, quoi. Ok. Donc ça, c'est une caractéristique importante pour nous parce qu'en fait, une partie de notre vision du VTT, en tout cas le VTT qu'on pratique ici, c'est pouvoir monter des sentiers techniques et tu as besoin d'énormément de couple en fait à bas régime parce qu'il est impossible de maintenir une cadence aux alentours des 80-90 RPM quand tu fais des Hmm. montées techniques, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est un truc que moi j'adore de nos vélos, c'est que tu peux vraiment aller attaquer des montées techniques et te régaler justement à remonter des sentiers avec un vélo qui est relativement léger. Ce que tu fais normalement avec un vélo électrique normal, mais que tu peux difficilement faire avec certains de nos concurrents directs où la partie moteur est quand même en dessous. En tout cas, Hmm. l'était jusqu'à l'avènement des derniers moteurs TQO et tout ça. Ok. Euh, vous n'avez pas fait que prendre un moteur existant et le caler sur le vélo. Pareil pour le cadre. Enfin, vous avez développé plein de choses de votre côté. Alors, je crois que c'est un moteur Bafang que vous avez intégralement revu.
Est-ce que tu peux nous parler justement de ces composants, enfin de cette approche un peu jusqu'au boutiste? Ça me rappelle un peu ta potence, quoi. En Mhm. fait, vous avez poussé vraiment les curseurs de qu'est-ce que vous vouliez faire. Vous avez poussé ça très très loin. Est-ce que tu peux me préciser un peu Ouais, ces approches-là? bah, je pense que je vais en partie répéter, mais je pense que le concept du vélo, la conception en tout cas de faire un vélo électrique soit natif, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, je te dirais que si on prend vraiment le segment du VTT électrique, je pense que les gros players, c'est pas tant les marques de vélo, mais c'est vraiment les fabricants d'unités de puissance, quoi. Hmm, Donc c'est Bosch, c'est Shimano, etc., quoi. Donc en fait, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est au contraire, de manière générale, c'est que les marques se réapproprient aussi cette partie-là, dans le sens où on- dans le vélo, on reste plus des assembleurs que des créateurs du produit global. hmm, Mais alors en plus, si toute la partie motorisation, c'est même gros player de composants qui te l'apportent, bah, du coup, tu n'es malheureusement qu'un suiveur, quoi. Donc c'est très difficile d'innover, ou alors tu attends que les gros players innovent pour toi, les fabricants de motorisation, pour pouvoir innover sur ton vélo. Et ça, là-dessus, c'est un truc à la genèse du projet, on ne voulait pas, quoi. hmm, Et tu fais le parallèle avec la moto, ben, c'est un châssis adapté avec un moteur et inversement, quoi. Et là, aujourd'hui, dans le vélo, ben, on ne fait que s'adapter à ce que nous proposent les Shimano, Bosch, etc., etc. Et je pense que si tu veux vraiment sortir la quintessence, c'est peut-être jusqu'au boutisme, mais nous, on pense que ce serait quand même plutôt normal qu'on puisse réussir à travailler, en tout cas, réussir à réunir des partenaires qui te permettent d'élaborer un produit global comme toi tu le veux. hmm. Et c'est Ok. surtout dans cet aspect-là qu'on a pu trouver ce partenariat avec Bafin qui a été très volontaire dans l'exécution de ce projet. Donc, on a pu effectivement repartir d'une base qu'il a fallu complètement retravailler, tant au niveau sur la partie, on va dire, euh, vraiment moteur, aussi sur la partie électronique. Et, et voilà, quoi. Donc, ça. Mais vraiment, je pense que le point fort, c'est ce que je viens d'expliquer avant, c'est le fait de pouvoir concevoir des vélos natifs. Hmm. Voilà. Ok. Donc là, tu m'as parlé du moteur. Est-ce que tu peux me parler par extension de la batterie? Est-ce qu'il y a eu la même approche? Non, ça, c'est une approche beaucoup plus classique. Donc, on a rien on va dire, de sans sans parler de disruptif, on n'a rien de hyper innovant sur l'aspect batterie, quoi. Hmm. Ok. Ça, bon, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets, pardon, Hmm. à part sur ce volet-là, mais en tout cas, sur l'aspect batterie, ça reste relativement classique, entre Ok. guillemets. Alors parlons du coup du cadre et du display. Là qui est un peu plus custom perso et exotique. Ah bah là, on est encore à plus, ouais, là, on est vraiment dans le custom, 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 custom. Ouais. Plusieurs Alors fois parle-nous du custom. display là pour Ben commencer, ça, parce ça fait qu'après le pas. cadre, on va avoir plein de trucs à dire. Bah, bah, le display, en fait, c'est l'équivalent à peu près d'un téléphone intégré dans le vélo. Voilà, c'est parce qu'on a toute la connectivité. Donc Wi-Fi, Bluetooth, GSM, euh, qu'est-ce que j'oublie? GPS aussi. Je l'ai dit, je sais plus. Euh, on travaille aussi avec le protocole ANT+, donc qui permet de connecter les cardiofréquences mètres. Euh, et tout ça dans une unité qui fonctionne sous Android et qui nous permet de développer en fait l'équivalent d'un petit tableau de bord en fait, quoi, Ok. avec la résolution d'un écran de téléphone portable. Donc, ce qui fait que concrètement, donc, à part les informations, on va dire plutôt classiques que tu peux retrouver sur un, sur un display qui est normal avec vitesse, tu peux avoir la cadence, la batterie restante, etc. Ben, en fait, tu peux charger tes tracks. Euh,
on synchronise directement avec Strava. Et on a toute une liste de caractéristiques que les équipes sont en train d'implémenter au fur et à mesure. À terme, ce qu'on peut faire aussi, c'est du verrouillage à distance. Tu Mhm. déclares ton vélo volé, tu peux désactiver le moteur, plein de choses comme ça, quoi. Ok. À l'époque, Cédric m'avait aussi parlé du airtime. Oui, 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 Quand oui. tu sautes, bah, en fait, tu sautes, ça te donne le nombre de secondes que tu passes en l'air, quoi. Ouais, oui, bah ça c'est bon. Enfin, après, ça existe aussi chez Garmin, hein, mais Hmm. voilà. De toi, moi, c'est pas une fonction que je m'en sers pas. Enfin, c'est pas un truc qui me parle beaucoup, Hmm. mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Et quand même, les gens, je parle vraiment en tout cas sur ce produit Forestal, ça fait partie de l'attrait du produit pour les gens qui sont connectés, qui aiment voir de la stat, qui aiment contrôler leurs paramètres de comment ils pilotent. Voilà, là, on a des nouvelles mises à jour qui nous permettent encore mieux de contrôler les paramètres moteurs et tout ça, quoi. Donc, ben voilà, on a les clients, il y a toute une tranche de clients qui sont hyper friands de ces choses-là. Ok. Oui, donc de la Donc, data, de la data. Et si c'est utile, tant mieux. Si c'est pas utile, c'est pas grave, mais au moins tu peux les avoir, quoi. ben oui, 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 oui. C'est sans aucune forme de jugement. Moi, ça m'intéresse pas forcément, mais en tout cas, il y a un besoin pour ça et bon, ben, on y répond, quoi. Ok. Il y a quoi comme autre stat, allez, marrante, euh, comme autre métriques dont tu peux nous parler, des trucs qu'on voit pas forcément ailleurs et même avec lesquels tu n'es pas forcément fan. Bon, ah, ben après, dans le volet vraiment plus, enfin, vraiment sur le volet plus athlétique et sportif, il y a, il y a les watts développés, oui. Ouais. Vu qu'on a des capteurs de couple dans le moteur, en fait, du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître aussi. Donc, donc j'imagine que ça répond peut-être à des gens qui sont très, très pointus sur le sujet, qui veulent savoir exactement combien on développe sur une telle montée, et qui font leur stade d'une manière ou d'une autre. D'un point de vue purement ingénierie, c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir piloter ça, de pouvoir enregistrer. C'est des choses qu'on enregistre, nous, surtout dans la première grande phase de développement qu'on regardait, effectivement. C'était super intéressant de pouvoir comparer en termes de consommation, enfin, je veux dire, de courant par rapport à la puissance générée et tout. C'était des choses hyper intéressantes. Après, dans le volet utilisation, quand je prends le vélo électrique, enfin, quand je prends le Sion, moi, ça reste mon vélo de choix chez Forestal. Mm. Je ne suis pas là à regarder quelle puissance qui est Oui, oui. développée à l'instant T. Ok. On a parlé moteur, on a parlé batterie, on a parlé display. Parle-nous un peu du cadre. C'est quoi le truc qui démarque Forestal de la concurrence? En fait, on a des vraies capacités d'ingénierie et de développement sur la partie composite. Ce qui fait que la partie, on va dire, design, la partie esthétique, c'est une chose, mais après, tout le volet ingénierie derrière, on est capable de l'assumer de A jusqu'à Z, en fait. Donc, non seulement on modèle, on modélise, on conçoit, mais après, toutes nos laminations, c'est-à-dire comment on vient empiler les couches de carbone, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le maîtrisons, en fait. C'est nous Là, qui livrons dans le nos Voloco cahiers en Andorre. de laminification. Voilà, c'est des choses qu'on fait ici. Ok. Et on ne fabrique pas encore nos cadres carbone ici. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire à long terme. En tout cas, les premiers échantillons, on les passe sur les bancs de test. Mais plus particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre les. Évidemment que le cadre soit fiable, c'est une évidence, qu'il soit fiable. Mais c'est surtout le point de rigidité qu'on veut avoir. Donc en fait, nous, on est capable de mesurer la rigidité sur le triangle avant, sur le triangle arrière, et le tout assemblé et voir qu'est-ce qu'on perd comme rigidité ou quel est le bon, enfin, voir si on a la bonne souplesse euh, du début jusqu'à la fin du cadre, en fait. Ça, c'est Ok. des choses qu'on fait ici en interne. Ok. Si... Donc, et je pense je pense qu'il y a il y a beaucoup de marques sérieuses qui ont cette démarche-là. Il y en a d'autres qui, je pense, qui l'ont beaucoup moins,
qui en fait se contentent d'envoyer un 3D en fait chez leur fournisseur et sensiblement on va dire bon ben ça, il faut que ça tienne le coup. Voilà. Hmm. Ce qui fait que dans certaines situations, tu peux te retrouver avec un cadre qui pèse le poids d'un cadre alu, par exemple. Là où tu perds tout le bénéfice des propriétés des composites, du carbone, et la capacité en fait de pouvoir créer ton produit en même temps que ton matériau, parce que c'est ou l'inverse, pardon, tu crées ton matériau en même temps que ton produit. C'est vraiment ça l'intérêt du composite. C'est-à-dire que tu viens donner les caractéristiques exactes que tu veux à ton matériau pour ton produit, et en même temps que tu le fabriques. C'est ça qui est hyper intéressant avec les composites. Et si tu fais pas ça, bah, tu perds l'intérêt de faire ça. Et du coup, le non carbone devient plus qu'un aspect purement marketing et pas technique. Oui, et après, est-ce que le carbone, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais Mhm. il me semblait que en termes de coût, le carbone était devenu, enfin le composite et le carbone étaient devenus moins chers à produire parce que du coup, tu avais un moule et que tu pouvais réutiliser pour X production enfin, X vélos produits avec une main-d'œuvre qui nécessitait moins de qualifications versus de l'alu où il faut des gens qui soient formés et compétents pour souder un cadre à chaque fois et que à chaque cadre, c'est toujours le même temps passé qui est assez important. Euh, est-ce que, ouais, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que finalement le carbone ou le composite, c'est pas plus simple à produire que l'alu? Moi, je ne me retrouve pas dans cette déclaration. Hmm. Je pense que Qui n'engage que moi. Ouais, non, je suis pas d'accord avec ça. Le processus de fabrication d'un cadre composite en carbone et époxy, de manière, on va dire, plus traditionnelle, de manière, oui, traditionnelle, c'est-à-dire que tu viens faire draper, et ça, c'est un processus qui est exclusivement manuel, pratiquement aujourd'hui, sur des mousses que tu viens pousser, mettre en forme, ensuite pour l'installer dans un moule et fermer. Puis pendant 3 heures, 2 ou 3 heures, ben, ça prend excessivement de temps et énormément de main-d'œuvre. Donc, sur cet aspect-là, je ne pense pas que ce soit vraiment correct sur l'aspect technique et coût, quoi. Un cadre composite, à mon sens, est encore plus cher, toujours plus Ok. cher qu'un cadre à alu, quoi. Sans compter la partie investissement sur les moules qui, en soi, peuvent être relativement coûteux. Hmm. Il y a quand même un certain savoir-faire à avoir. Et puis en termes de volume, je pense que si tu veux faire certains volumes en carbone carbone, il faut énormément de personnel. Et si tu veux, c'est pour ça aussi que énormément d'usines se trouvent en Asie, hein, parce que la main d'œuvre est moins chère. Alors ceci dit, il faut prendre ça avec des pincettes parce que le monde change et la main d'œuvre n'est plus aussi moins chère en Asie. Et ce qui change aussi beaucoup, c'est que une grosse partie du savoir-faire est là-bas. Hmm. Et là-bas. Donc ça, c'est... Voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, un cadre carbone, il reste quand même plus cher qu'un cadre alu. Je mettrai ma main au feu, ça c'est sûr. Ouais, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette démarche, sans révéler les secrets, mais c'est quoi donc tu nous as parlé un peu de la manière de faire et de la manière de contrôler la rigidité. Euh, Mhm. Concrètement, comment ça se passe? Ouais, comment vous procédez? Voilà, les procédés que vous avez développés, dont tu peux nous parler? Bah, en tout cas, pour la partie châssis, ce qui est important, c'est de comprendre c'est quel chiffre tu mets sur les paramètres que tu veux contrôler, quoi. Donc, quand on parle de rigidité, ben, en fait, on veut un cadre qui soit rigide, mais pas trop. Donc, bah, Hmm. là, il faut mettre clairement des chiffres. Donc, en fait, bah, là, il faut faire de l'essai. Donc, où on mesure, donc de manière physique, un cadre avec des poids. Voilà, tu viens mesurer comment certains cadres du marché sont rigides, tu roules avec. Et une fois que tu as fait
ta base de données, bah, tu as forcément des préférences et tu dis, bah, moi, j'ai envie d'aller ici. Et tu Hmm. as exactement des chiffres à atteindre. Ok. Voilà. Et donc ça, bah, on, on le modélise, on crée nos laminations, on simule. Donc on sait qu'il faut faire ces laminations-là pour arriver à ce résultat. Et donc là, après, c'est plus sur la partie fabrication. On travaille avec nos partenaires qui nous envoient les premiers échantillons. On teste, on valide, voir si ça a bien été respecté, si on s'est planté, si on ne s'est pas planté. Et voilà, ça c'est par exemple euh, là, les démarches qu'on adopte ici, quoi. Ok. Ok. Il s'agit de développer des produits en composite. Très bon. J'aimerais que tu nous parles un peu qu'on revienne un peu à production privée. Moi, il y a Ouais. un produit qui m'avait vraiment fasciné. J'avais trouvé ça magnifique, qui était le cadre de descente que tu avais sorti. Oui. Tu peux nous parler un peu justement de cette démarche, qu'est-ce qui t'a animé sur ce projet-là? Pourquoi c'est sorti? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi c'est sorti? Pourquoi il y a eu ça? Ben, c'est notre investisseur qui avait eu ce contact-là avec le propriétaire, le gérant, enfin, le manager de la, de la brigade à l'époque. Enfin, oui, oui, la brigade, oui, c'est ça. Alors la Et, brigade team et VTT puis, de descente. The Brigade, ouais, team VTT de descente. Et puis, moi, on m'a dit, bah, est-ce qu'on peut faire ça? Bah, je dis, bah, oui, c'est possible. En fait, nous, on avait installé nos machines, on démarrait nos process, on faisait nos essais en fait d'industrialisation, de fabrication. Et en fait, c'est un projet qui n'était pas commercial. Hmm. Et en fait, ça nous permettait de déterminer un paquet de choses ici en interne, quoi. Donc, de l'usinage jusqu'à la soudure. Et ça a été un très bon projet pour pouvoir se faire la main, en fait, sans avoir la pression que c'est un produit qui va sortir dans 1 an et demi, 2 ans dans le commerce, quoi. Ok. Donc, moi, c'était vraiment ça que je trouvais hyper intéressant. Et après, dans l'exécution, encore une fois, un super boulot parce que un super travail d'équipe parce que si je me rappelle bien, je crois que le contrat de sponsoring avait dû être formalisé en septembre ou octobre. Et je crois qu'en décembre, l'équipe roulait les premiers protos déjà. Et ouais, c'est rapide. Alors je mettrai en lien dans la description enfin, un lien que tu nous enverras pour voir de quoi il s'agit. Mais globalement, Mhm. enfin, tu peux d'ailleurs nous le décrire pour ceux qui n'ont jamais vu. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce cadre? Alors, c'est un cadre de descente qui est issu, donc il y a des éléments de design de chez Forestal et production privée, avec une suspension qui était un système de suspension qui était enfin, qui est propre à Forestal. Donc c'est le nom marketing, c'est Twin Nivity. Euh, et, et du coup, on a pris ce système de suspension, on l'a adapté en termes de courbe d'amortissement et d'ébattement pour une application DH. Et, euh, et donc, pour la fabrication du cadre, Euh, on a trouvé plus efficace, plus agile, en fait, donc d'usiner ce cadre. Donc, par exemple, un triangle avant est composé de deux moitiés. Donc, Hmm. on usine, voilà, c'est de la plaque, on est vide à l'extérieur et à l'intérieur, et qu'on vient ressouder. Voilà. Et en fait, bah, ça donne des cadres qui sont bah, très, très, pour les gens qui aiment bien le produit industriel, bah, effectivement, c'est très beau, ça nous parle parce qu'il y a, il y a les passes d'usinage, c'est un produit qui brille, qui en jette. Voilà, Hmm. si on apprécie ce genre de truc, c'est quelque chose qui. Et oui, et puis c'est un peu il y a toujours un petit côté un peu surdimensionné, en tout cas sur la partie exécution, parce que c'est full usiné. Hmm. En tout cas, pour ce genre de projet, pour nous, ça a du sens parce qu'en fait, on savait que c'était un projet sur lequel il fallait apporter des itérations. Et du coup, le fait de pouvoir usiner, ça nous donne quand même une certaine agilité et de pouvoir changer des éléments de design, des caractéristiques techniques, que ce soit en termes
de, de cinématique, de solidité dans certains cas ou d'un point de vue géométrique. Hmm. Ce qui est Et fou, en c'est ça, que. Pardon. c'était très agile. Non, je t'en prie, vas-y. Non, mais ce que je trouve fou, c'est c'est d'avoir ce genre de projet avec en tête, dès le départ, l'idée que ça sortira jamais. Ça fait un peu penser au Honda RN01. À l'époque, hein, dans les années 2000, Honda, via sa division japonaise, a sorti Ouais, un ouais. vélo pour le team Global Racing. Un Mm. vélo, voilà, pareil, je vous mettrai le lien dans la description, mais l'idée de base, c'était que ce vélo ne sortirait jamais dans le commerce, et effectivement, il n'est jamais sorti, créant la frustration de, évidemment, tous les passionnés de vélo que nous sommes. Ouais, Et là, d'une je certaine confirme. manière, tu as reproduit un peu ça, c'est-à-dire, vous voyez là le vélo, ben, vous l'aurez jamais. Bon, alors, je vais trahir aucun secret, mais en tout cas, ce vélo-là, tel quel, il sortira pas, c'est-à-dire usiné, mais en tout cas, c'est pas possible qu'il sorte d'une autre manière. Bien sûr, mais de la manière dont on l'a Voilà. vu, ouais. Ok, donc on ne trahit pas Non, de non, secret, non, mais bon, peut-être un truc, quoi. ouais, de cette manière-là, non. Ok, De cette manière-là, il sortira pas comme ça. ouais. Parce qu'il faut le voir Et en en tout vrai. cas, nous, la démarche a été hyper. Ouais. Ah, bah Alors, oui, oui. il faut le voir en vrai parce Si tu veux, que, je vais t'en chercher un. bah, si tu veux m'en chercher un, mais on mettra quand même les liens dans les notes de l'épisode. Mais imaginez-vous, vous avez un triangle avant d'un vélo tout suspendu qui est donc complètement usiné, donc taillé dans la masse, dans une espèce de grande plaque. Et en fait, vous avez deux demi-parties qui constituent le triangle qu'on vient coller dans le sens de la longueur et on vient souder ces deux parties pour qu'elles constituent un cadre. C'est bon? Dans les grandes lignes, c'est ça, oui, Dans les c'est grandes lignes, ça. c'est ça. Après j'essaie toujours d'être le plus précis possible. On n'a pas non plus inventé la poudre en faisant ça, hein, Oui, mais bien sûr, il y c'est en a vrai que d'autres qui c'est. l'ont fait avant. Ouais. Mais de cette manière-là, c'est assez, ouais, c'est assez notable parce qu'on se dit, non mais en fait, alors, si tu devais sortir ce vélo-là de cette Mhm. manière-là, ça représenterait quoi? Genre, imaginons, tu le sors dans le commerce, et ça se vend combien un vélo comme ça? Un cadre comme ça, du coup. Ben, nous, on a fait des études avec des partenaires technologiques européens qui puissent nous livrer du matériel, des plaques, ce qu'on appelle dans le milieu du near net shape. Euh, et en fait, ça reste quand même relativement cher. En tout cas, nous, avec nos capacités et telle qu'est conçue notre usine, notre outil de production, ça revient beaucoup trop cher. On est dans plusieurs milliers d'euros. Et je pense que, ouais, un truc aux alentours de 6 000 à 7 000. Je dirais une frange de 6 000 à 8 000 euros, ça ne sortirait pas moins cher. Ouais, donc là, on est en train de dire, voilà, un cadre de descente qui sortirait à 6 000 à 7 000 euros. Encore une fois, il faut vraiment voir le travail d'orfèvrerie que c'est. Et en fait, pour tous les amateurs de technique, d'usinage et les techniciens de la production, bon, bah, chaque centimètre carré est, est un bonheur pour les yeux, quoi. Puis j'invite aussi les gens à s'intéresser au travail de marques comme Paul, et aussi le nom m'échappe. Paul, Pole. Eh oui. Ouais, exactement. Et maintenant, le nom m'échappe d'un confrère ingénieur qui a son cabinet de service en Allemagne, il est allemand, et qui fait un Acto 5, voilà, Acto 5. Ah oui, Donc, oui, qui lui oui, aussi c'est des usine, magnifiques pédaliers. voilà, et qui fait des super cadres, très très beaux, que j'ai rencontré à deux reprises, super chouette, super mec hyper intéressant, qui fait du chouette matos avec ces procédés-là, Hmm. et qui lui a développé un process entier pour faire des cadres comme ça, et c'est pour ça qu'il arrive à les proposer, en tout cas à un niveau commercial beaucoup plus accessible que nous, ce qu'on pourrait faire ici. Ouais, Parce que ouais, nous, notre outil de production, il n'est pas conçu pour faire des cadres à destination commerciale avec bien ces sûr. procédés-là. Ouais. Il y a aussi nos amis de chez Gamux aussi.
Ils font des trucs Bien magnifiques. sûr, oui, aussi. Ouais. Ouais. Bon, Ouais. si après l'épisode, donc évidemment, je mettrai tous les liens pour que vous voyez et que ce soit plus concret pour vous, mais si toi aussi tu as des idées de liens, de marques, des trucs absolument incroyables qu'il faut qu'on voit, eh bien, n'hésite Bien pas sûr, ouais. à me l'envoyer après. Ouais. Comme ça, on se, Mm. on se délecte de ça. Euh, pour revenir à quelque chose d'un peu plus actuel, tu as sorti très récemment une nouvelle version du Shan, donc qui est ton modèle tout suspendu de chez Production Privée, Ouais. euh, avec donc un triangle avant en acier et un triangle arrière en carbone. Oui. Est-ce que tu peux nous dire encore une fois, c'est quoi cette évolution, comment t'en es arrivé là et c'était quoi l'idée derrière cette nouvelle version? Alors, je vais reprendre vite fait sur le concept de base Hmm, de ce qu'est le chaîne numéro 5. C'est un vélo de trail enduro, simple, facile à comprendre, facile à entretenir, facile à rider. Ça, c'est le concept de base du vélo et c'est un peu la philosophie donc des semi-rigides, des hardtail, quoi. hmm, C'est des vélos qui sont simples. Tu les prends, tu vas rouler, tu les laves et c'est fini. Il y a pas de mille artifices. Donc, c'est vraiment une approche qui est focalisée sur le plaisir hmm, avant une recherche de performance particulière. Alors, je mets toujours le haut là en disant que c'est pas pour autant que le vélo ne marche pas, bien au contraire. Et souvent, ça surprend plutôt les gens, quoi. Bon. Du coup, monopivot, on limite le nombre de pièces. À la base, donc, tout le cadre était en acier. Donc, moi, je suis pas du tout dogmatique. Le choix de l'acier s'est imposé parce que quand tu mets bout à bout ce que tu souhaites avoir de ton produit, ben, l'acier répond à une bonne partie de tout hmm, ton cahier des charges. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est entêté à le faire en acier, quoi. On aurait pu le faire dans d'autres matériaux. Et en tout cas, aujourd'hui, le fait que le triangle arrière soit en carbone, ben, ça vient de cette volonté d'améliorer un produit qui était déjà bien. hmm. Mais on voulait aller un peu au-delà et simplement renouveler le produit, mais en conservant l'ADN du concept, quoi. Donc, un des gros changements, bah, c'est donc le bras qui est en carbone. Donc, le bras précédent qui était en acier, de par les propriétés physiques du matériau et qui nous amenait des limitations en termes de forme, de performance mécanique par rapport au poids qu'on voulait avoir. Ben, en fait, on avait un triangle arrière en acier qui faisait 1,6 kg. Et là, le carbone, en fait, en fait 840 grammes. Eh, Donc, en fait, le but, là, ici, c'était de. Oui, c'est assez conséquent. Donc, le but, c'était vraiment d'aller chercher à diminuer le poids des masses non suspendues, ce qui a apporté un meilleur fonctionnement de la suspension. Et aussi l'aspect carbone, et comme on a pu l'aborder avant, on peut vraiment donc, aller chercher les caractéristiques mécaniques, techniques en termes de rigidité et de flexibilité qu'on veut pour apporter le point de réactivité qu'on voulait au triangle arrière. Donc en fait, finalement, en quelques mots, ce qu'on a pu réussir à faire avec cette nouvelle version, c'est le chat numéro 5, ça a toujours été un vélo plaisir et on vantait surtout les mérites du cadre pour l'aspect descente, le côté joueur et tout. Et ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'est à augmenter sa place d'utilisation en le rendant beaucoup plus pédalable que ce qu'il ne l'était avant. hmm. Voilà, donc ça, c'est dans les grandes lignes, c'est ce qu'on a fait. Et le deuxième gros changement, donc, on a pu amorcer la production ici en interne, donc avec la production des cadres, la partie acier ici derrière moi d'ailleurs. Ok, génial. Voilà, donc ça a été un gros changement, un gros challenge. Hmm, ok. Donc il y a plein de trucs super nouveaux sur ce vélo. Pareil, je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez voir, vous qui nous écoutez, vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. C'est quoi la suite là? Est-ce qu'il y a des trucs qui sortent un peu? C'est quoi l'avenir, la suite avec Forestal et production privée?
En tout cas, sur la partie production privée, donc, nous, on a quand même un gros boulot de production et d'industrialisation qui a été fait. Donc, on va capitaliser là-dessus. Et du coup, on travaille déjà, pardon, sur d'autres plateformes. Donc, on va pouvoir mettre en œuvre tout le savoir-faire qu'on a pu créer ici en termes de soudage robotisé et manuel, et pour créer des nouvelles plateformes. Et sur la partie forestale, la gamme va grandir. Et je pense qu'il y a des produits qui sont intéressants, tant au niveau, on va dire, purement plateforme, c'est-à-dire que la gamme va s'étendre avec des nouvelles plateformes, mais aussi sur la partie, on va dire, plus digitale et motorisation, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Ouais. Ouais. Et ça, Bon. là-dessus, ça reste assez secret pour l'instant. Ouais, ok, normal. On sera au Voilà. courant dès que ça sortira, quoi. Ouais. Top. Voilà, Euh, ouais. Très bon. Où est-ce qu'on... Justement, vas-y, dis-moi. Non, après, sur la partie production privée, on a donc c'est le chat numéro 5 et ce vélo plaisir à tout faire. En anglais, on appelle ça un all-rounder, donc très polyvalent. La prochaine plateforme va être beaucoup plus dédiée sur le volet compétition enduro. Au moins, c'est ce que je peux dire. Ouais. Ok, très bien. Parce un vélo donc le chat numéro 5, ça reste un vélo plaisir avec lequel tu peux t'aligner sur une course d'enduro. Moi, Bien sûr. je le fais sans problème. Par contre, si tu veux faire un vélo dédié à la course, ben, c'est un châssis qui a besoin d'autres caractéristiques. C'est un autre cahier des charges. Ok, Donc, c'est un vélo qui sera sensiblement différent. d'accord. Donc, retour de production privée en compétition. On espère, ouais, ouais, si, on espère. Et puis, non, c'est chouette. C'est chouette. Je pense on va sortir une belle plateforme. Et puis, il y a toujours l'aspect technologique et cette approche multimatériaux qui nous tient à cœur. Et on essaye de la mettre en œuvre au jour le jour. Et je pense que 2024, en cet aspect, on devrait pouvoir sortir des choses intéressantes. Et je pense que même entre-temps, il n'est pas impossible qu'on communique sur des aspects plus. On va communiquer juste sur l'aspect technologique et pas forcément pour le commercial, mais plus justement pour essayer un peu modestement en tout cas, transmettre le message sur comment on fait les choses, Ok, comment on les fait nous, quels sont nos choix techniques, quand on aborde certains process technologiques et on aimerait bien développer cette approche multimatériaux et on a des choses intéressantes dans les tuyaux quoi, sur cet aspect-là. C'est cool. ok. Mm. On a hâte de voir ça. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'il y a des événements sur lesquels tu vas être, vous allez être? Peut-être au Vélo Vert Festival cette année, j'espère. Mhm. Après pratiquement 3 ans ouais, ça va faire 3 ans maintenant qu'on voyage plus presque. Mhm. Euh, Ça, c'est certainement l'Eurobike. Et entre-temps, certainement en Andorre, où ici, les visites font énormément de plaisir à faire visiter les gens, même les confrères de l'industrie, à partager les expériences. En tout cas, pour ma part, je suis dans une optique d'échange et de partage parce que je pense on a beaucoup à y gagner. Euh, En tout cas, ouais. Et puis après, si les gens veulent vraiment regarder nos vélos, essayer nos vélos, on est en train de redévelopper un peu l'activité B2B en France. En Espagne, on a un magasin à Barcelone. Donc, pour les francophones qui voyagent et qui ont l'occasion d'aller à Barcelone, on a un Riders Boutique où on a des vélos tests, on peut voir nos vélos Forestal, production privée. Ok, Mais voilà, donc Glover Festival et Eurobike, je pense surtout. Ouais. ok, top. Très très bien. Eh ben, excellent. Et on te suit aussi sur LinkedIn.
tu es un petit peu actif de temps en Ouais, temps. sur LinkedIn, Ouais, très bien. de temps en temps. J'espère de plus en plus. Ouais, bah ouais, carrément, carrément. Mm. Eh ben top. Écoute, merci beaucoup Damien. Merci d'avoir participé à cet enregistrement de En roue libre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Antoine. Bah, avec grand plaisir. Tu vois, c'est toujours un plaisir d'entendre des histoires inspirantes de gens qui créent. Donc la tienne est particulièrement euh, sympa, chouette à entendre. En tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez, elle vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, bah, Damien, on va se croiser sûrement sur le Vélo Vert Festival, à moins que je passe un petit peu avant en Andorre vous voir et visiter un peu l'usine. Tu sais que tu es le bienvenu. Bah, merci beaucoup. Top. Allez, Avec eh plaisir, bien, Antoine. à très bientôt. Et puis, bah, vous qui nous écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.